plus qu'à attendre le verdict du juge Jean-Pierre Bonin. À la mi-janvier, le magistrat rend 58 verdicts de culpabilité. Les accusés étaient assez calmes, là. Même ils faisaient des blagues derrière la cage vitrée, là. Et ceux qui étaient à l'extérieur, eux, ont eu plus de réactions. Ils étaient avec leur famille. Et puis là, ça a été plus spectaculaire, là. Ils étaient plus déçus que les autres, ils se déchiraient plus la chemise là, que les autres. Mais ceux qui étaient derrière les cages de verre, là, qui étaient déjà emprisonnés, ont comme un peu réagi de façon comme si de rien n'était. La totalité des 15 accusés déclarés coupables de trafic de stupéfiants, 14 le sont aussi pour complot. 5 membres de la bande qui faisait la loi sur la rue Pelletier, dont Bernard Mathieu, sont reconnus coupables de gangstérisme. Monsieur Longin-Valbrun, vous nous parlez Pas de commentaire. Est-ce que vous êtes inquiet de la sentence qui vous attend pour le gangstérisme? 5 de leurs acolytes l'échappent belle, car ils étaient 10 au départ à devoir répondre d'une telle accusation. Les autres, c'était des membres d'un groupe parallèle, disons, qui n'avaient pas assez de preuves pour les reconnaître coupables. C'était les cousins Joseph et leurs affiliés. Finalement, on a vu 2 gangs. Il y avait le gang La Rue Pelletier, contrôlé par Bernard Mathieu, et le gang des cousins Joseph. Donc, Jean-Pierre Joseph, Ansley Joseph et leurs cousins Adlé Mussotte et Roberto Aurelius. Sauf que la couronne n'a pas réussi à démontrer que ce deuxième gang-là, qui ont appelé le gang des cousins Joseph, était véritablement un gang de rue. Donc, les accusations de gangstérisme ont tombé pour ce deuxième gang-là. Cette fois-là en particulier, c'est les mathématiques qui ont été contre nous, si vous me permettez l'expression. M. Aurelius, notre preuve n'était pas bonne et le juge n'a pas réussi, en regardant notre preuve, à être satisfait que Jean-Pierre Joseph faisait partie d'une organisation. Ça me laissait 2 personnes. J'avais besoin de 3 personnes pour avoir du gangstérisme. Il m'en restait 2. C'est passé. Qu'est-ce que vous voulez? Cette déclaration de culpabilité de gangstérisme concernant 5 individus était une première au Canada. Suivant un procès, suivant une preuve qui avait été amenée devant le tribunal. Et l'incidence de cette condamnation-là aura, à mon avis, un impact certain sur les dossiers qui suivront, non seulement visant d'autres gangs de rue, mais visant également d'autres organisations criminelles qui ne sont pas les Hells Angels, qui ne sont pas la mafia italienne, qui n'ont pas nécessairement des éléments d'appartenance que l'on peut facilement associer à ces individus-là. Le fait d'être en mesure d'avoir un verdict de culpabilité, ça nous démontre qu'on a des gangs de rue présentement qui ont un certain niveau d'organisation et ça nous démontre qu'il est possible de s'attaquer à eux avec les dispositions de la loi visant les organisations criminelles. Pour 3 des condamnés, ce verdict entraînait des conséquences plus graves que pour les autres. En effet, le chef reconnu de la bande, Bernard Mathieu, de même que Clinton Saint-Thomas et Célonie Mervillus, risquent l'expulsion vers Haïti en vertu de nos lois sur l'immigration. Aucun des 3 n'était citoyen canadien, ne jouissant que du statut de résident permanent. S'ils écopaient de peines de plus de 2 ans d'emprisonnement, ils allaient devoir les purger ici jusqu'à ce qu'ils soient admissibles à une libération conditionnelle. À ce moment, le processus d'extradition se mettrait en branle sans qu'ils aient la possibilité d'interjeter appel. Après la pause, les membres du gang de la rue Pelletier reçoivent des sentences sévères. Moi, si j'étais un membre de gang de rue à Montréal actuellement, là, je regarderais s'il n'y a pas possibilité de déménager ailleurs qu'au Canada. La totalité des 15 membres de la rue Pelletier sont condamnés, soit pour trafic de drogue ou complot. 5 d'entre eux sont déclarés coupables de gangstérisme. Il reste les sentences à administrer. Le juge Bonin rend 2 premières sentences au lendemain de son verdict. Ce sont les plus légères. Le seul accusé d'origine non haïtienne, Walter Fernandez, écope de 6 mois de prison pour trafic de marijuana. Monsieur Fernandez, c'est une excellente nouvelle pour vous. Monsieur Fernandez n'aura pas de commentaire à faire. Moi, je peux vous en faire, mais monsieur peut être libre. Fernandez, c'est quand même une bonne nouvelle. Admettez, non? Bon. Roberto Aurelius s'en tire avec une peine avec sursis. On passe ensuite aux choses plus sérieuses. 3 semaines après que le verdict eut été rendu, on entame les plaidoiries sur sentence. Certains accusés choisissent de témoigner.
Au moment des plaidoiries sur sentence, Jean-Robert Pierre-Antoine, qui est considéré comme le bras droit de Bernard Mathieu et qui est d'ailleurs son cousin, a décidé de témoigner pour avoir une sentence le plus légère possible, évidemment. Là. Et au moment de son témoignage, il était très nerveux, tellement nerveux qu'il s'est embourbé dans son témoignage et qu'il a admis, entre autres, une transaction de drogue, puis qu'il se mêlait sur le montant qu'il avait reçu de la transaction. Et on voyait que Bernard Mathieu le regardait durant son témoignage. Il lui jetait des regards assez noirs. Et à un moment donné, Jean-Robert Pierre-Antoine, pris de panique, s'est littéralement effondré. Le lieutenant de Bernard Mathieu écope de 6 ans d'emprisonnement. Bernard Mathieu a aussi témoigné et il a dit durant son témoignage qu'il avait appris sa leçon. Il a joué un peu au criminel repenti. Il a insisté pour dire qu'il avait appris sa leçon et que ce procès-là devait donner l'exemple aux vrais membres de gangs de rue parce que lui, c'est comme dissocié Il n'a pas admis être chef de gang et être membre d'un gang de rue. Il a dit que ce procès-là devra servir aux vrais membres de gang de rue. Voici ce qui peut vous arriver. Et il a écopé de 10 ans de prison. Pour les jeunes, Bernard est un modèle de réussite et on voulait démontrer aux jeunes que ce n'était pas la bonne façon, justement. Il y a d'autres façons d'acquérir de l'argent, d'avoir des véhicules de luxe s'il faut, autre que les stupéfiants et les crimes de gang. D'où l'importance de s'attaquer à Bernard Mathieu et démontrer que si tu vis par l'épée, à un moment donné, tu vas périr par l'épée, et l'épée était la police dans ce cas-là. Ce procès, dont l'issue pourrait avoir un effet dissuasif sur d'autres gangsters de rue, pourrait aussi leur avoir appris d'autres leçons. Alors maintenant, quand on regarde la situation, ce qui s'est passé sur la rue Pelletier, aujourd'hui, les jeunes ne referont plus la même chose. Ça veut dire qu'ils ne reprendront plus un secteur où ils essaieront d'avoir un contrôle dessus, avoir une mainmise sur un secteur. Ça, c'est une des choses qu'ils ne vont plus, eux, refaire. L'exemple aussi, c'est de pouvoir comprendre aussi que, mais quand on fait des opérations comme ça à long terme au même endroit, ça aussi, ça peut être dangereux pour eux. Les nuages lourds de menaces qui couvraient la rue Pelletier depuis des années se sont dissipés. C'était pas très agréable de se promener dans ce coin-là. Dans ce micro-secteur-là, il y avait de la crainte. OK? Il y avait du monde qui circulait, qui faisait peur aux gens. C'est sûr que le fait d'avoir réprimé et arrêté tous ces éléments-là, bon, ça a eu un effet positif à court terme chez les résidents du secteur. On a eu une très bonne collaboration par la suite des gens de la communauté, qu'effectivement, ils voient que c'est un problème qui les touche et eux ont aussi le désir de se prendre en main justement pour être en mesure d'éliminer cette problématique-là. Des opérations policières d'envergure comme celle qui a été menée pour arriver à l'accusation de gangstérisme du fameux gang de la rue Pelletier sont nécessaires. Ça a un impact majeur sur la sécurité du public, sur la confiance du public à l'égard de l'efficacité des autorités. Il y avait plusieurs immeubles à l'époque qui étaient dans un état lamentable sur la rue Pelletier et presque la totalité des immeubles ont été rénovés ou repris en main. Les citoyens nous ont dit qu'ils ont repris goût au quartier, qu'ils peuvent circuler, qu'ils peuvent vivre comme tout citoyen normal pourrait s'attendre dans une ville. On doit conjointement, policiers, organismes communautaires, services correctionnels, services aux jeunes contrevenants, les suivre, les surveiller parce que c'est eux qui représentent une menace pour la sécurité publique. Il faut offrir du support à leur entourage, à leur famille, à leurs frères, à leurs sœurs, aux écoles. C'est sûr qu'on peut tout faire pour aider nos jeunes à sortir des gangs de rue, à ne jamais entrer dans une gang de rue. Puis ça commence à la maison. À la maison, c'est même pas à l'école, c'est à la maison. Les parents doivent tout faire pour éduquer leurs enfants, non seulement au niveau de la prévention aux gangs de rue, mais aussi des valeurs. Les accusés ont porté leur cause en appel. Certains, condamnés à des peines de 4 ou 5 ans, se sont retrouvés en liberté conditionnelle moins d'1 an après le prononcé de la sentence, vu le temps passé en détention préventive avant le procès. Coup d'épée dans l'eau alors.
Malgré ses limites, l'opération a représenté une étape importante dans la répression de cette criminalité. Le ministère public a réussi à faire la preuve de l'existence d'une organisation criminelle malgré la structure aux contours assez flous des gangs de rue. Pour le public, la couverture médiatique qui a accompagné le procès a constitué une sorte de choc. Elle a permis de prendre conscience du phénomène, de ses ramifications internationales et de sa pénétration sournoise en marge du monde scolaire. Et finalement, du danger que pose cette criminalité à la sécurité publique. L'opération a donc porté plusieurs fruits.